Bonjour. Alors à force de nous référer à l'Égypte pour tenter de comprendre qui est Joseph et quel est son rôle si capital dans le passage charnière du petit clan des patriarches à l'immense peuple des fils d'Israël proprement dit, je me suis dit qu'il serait peut-être bon de faire le point sur nos connaissances de l'Égypte ancienne. Normalement, vous et moi, nous avons tous étudié cette période lorsque nous étions en 6e, du moins pour les Français, mais c'est sans doute un peu loin. Et puis, est-ce qu'on retient bien les choses quand on a cet âge-là? Ça, c'est une véritable question. Alors bien sûr, je ne vais pas traiter de toute l'histoire de l'Égypte antique en 2 fois 15 minutes. Il est évident que je vais faire des raccourcis invraisemblables, mais quand même, pour ceux que ça intéresserait et qui voudraient se replonger un peu plus profondément dans cette époque, il y a un très bon livre qui est sorti dans la collection pour les nuls. C'est de Florence Marouet-Jolle. Ça s'appelle L'Égypte ancienne pour les nuls junior. C'est très bien fait, c'est à la fois très clair et plein d'humour, et puis en même temps c'est sérieux. À mon avis, c'est certainement le meilleur ouvrage d'initiation qui puisse exister à l'heure actuelle. Si vous êtes lecteur, si vous êtes un grand lecteur, vous pouvez aussi lire La mythologie égyptienne de Nadine Guillou et Janice Perret. Alors là, c'est beaucoup plus, elle nous plonge dans les récits mythologiques qu'elle nous donne à lire avec quelques explications. Pour le coup, là, vous avez très très peu d'illustrations. C'est un petit pavé, mais c'est quand même très intéressant. Bon, ici, nous allons donc nous contenter de rappeler les bases. Dans cette première vidéo, je voudrais vous parler de 3 choses. D'abord, l'importance du Nil, les grandes étapes de l'histoire, et puis nous dirons quelques mots sur les hiéroglyphes. Et puis dans la seconde vidéo, je vous parlerai des divinités de la religion égyptienne. Donc, premier point, d'abord, l'Égypte, c'est le Nil. Le Nil, c'est un immense fleuve de 6700 km de long, qui a 2 sources principales. D'une part, dans les grands lacs du rift africain, d'où sort le Nil blanc, et d'autre part, les hauts plateaux éthiopiens, d'où sort le Nil bleu et le fleuve Atbara. Et avec le Nil bleu et le fleuve Atbara, vous avez l'origine des crues estivales qui provoquent les inondations qui viennent fertiliser les rives de la vallée du Nil. Le Nil blanc et le Nil bleu, eux, se rejoignent à Khartoum pour former le Nil proprement dit, qui va alors se jeter dans la mer Méditerranée en formant un immense delta luxuriant. Enfin bon, luxuriant à condition que vous n'ayez pas un immense barrage comme celui d'Assouan qui a été construit en 1970 et qui provoque la mort lente du fleuve, parce qu'il n'y a plus de crue, il n'y a plus de fertilisation qui soit. Bon, mais pour l'instant, nous restons dans l'Antiquité. D'aussi loin qu'on puisse le déceler, les premières populations se rassemblent autour de cette bande de terre il y a 6000 ans, sans doute à cause de l'avancée du désert. C'est à cette époque que paraissent les premières traces d'agriculture et d'élevage autour du Nil, et donc qui marquent les premières traces de civilisation. On abandonne la culture tribale nomade au profit de la sédentarisation. Et vous avez exactement le même phénomène en Mésopotamie quelques 500 ans auparavant. Donc on est vraiment dans cette période où l'humanité prend une autre dimension. Dans ces communautés agricoles se développent vers 3500 des chefferies qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus grandes et qui vont devenir de petits royaumes. Et peu à peu s'organisent 2 grands foyers de civilisation, d'une part la Haute-Égypte dans le sud, autour de la ville de Nekhen, et d'autre part la Basse-Égypte au nord, autour de la ville de Bouto dans le delta. Au nord, dans la Basse-Égypte, la ville de Bouto déjà est symbolisée par la couronne rouge, et elle se place sous la protection de la déesse Cobra Wadjet. Au sud, la Haute-Égypte, la ville de Nekhen, elle, est symbolisée par la couronne blanche, et elle est protégée par la déesse vautour Nekhbet. Et donc vous voyez que dès cette période éloignée, qu'on appelle la proto-histoire de l'Égypte, on a déjà une mythologie qui est en place et que l'avènement des pharaons va assumer. On ne va pas effacer la tradition qui précède, non, on va l'assumer et on va même l'alimenter. Vers 3400,
le roi de Néchen part à la conquête progressive de l'ensemble de l'Égypte et on assiste à l'unification culturelle du pays. Reste à unifier le territoire économiquement, et là ce sera le rôle vers 3150 du roi Narmer, qui est lui aussi originaire de Haute-Égypte, qui est considéré comme le véritable unificateur du pays. Il est ce qu'on appelle le roi des deux terres, et donc il va porter à la fois la couronne blanche et la couronne rouge. C'est quelque chose que vous retrouverez à toutes les générations de pharaons. Lorsqu'ils régneront sur les deux terres, ils rassembleront les deux couronnes. Alors justement, un petit mot sur les couronnes d'Égypte. Vous voyez sur cette palette qui représente le roi Narmer, il porte la couronne du sud, le redjet blanc, et celle du nord, le deshret rouge. L'autre coiffure que vous connaissez dès cette époque éloignée, c'est le némes, c'est-à-dire ce fameux foulard blanc qui est rayé de rouge avec un pan qui retombe de chaque côté du visage et qui se termine par la tresse qui est nouée dans le dos. Voilà, ça c'est pour la culture. Toujours est-il que c'est à partir de là que vont désormais se succéder les dynasties, avec leur apogée et avec leur décadence. Avec le roi Narmer naissent la première, puis la deuxième dynastie. On est entre 3150 et 2700 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la période Tinite, c'est-à-dire que les rois gouvernent depuis la ville de Tinis, près d'Abydos, en Haute-Égypte. Bon, on ne sait pas grand-chose de cette période. Puis naît le premier empire, qu'on va appeler l'Ancien Empire, entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Cette période va de la 3e à la 6e dynastie, et les figures de proue, vous les connaissez, ce sont Djoser à la 3e dynastie, et puis Khéops à la 4e dynastie. Suit alors ce qu'on va appeler une première période intermédiaire, qui va de la 7e à la 10e dynastie. On qualifie d'intermédiaire les 3 périodes de l'histoire égyptienne comprises entre les époques impériales. Ces périodes sont caractérisées par un émiettement du pouvoir central, des dynasties qui règnent en parallèle, des troubles, des famines ou encore même des dominations étrangères. C'est au cours de la 11e dynastie que paraît alors le Moyen Empire, qui est suivi de la 12e dynastie, qui débouchera, elle, vers 1780 sur la deuxième période intermédiaire qui va de la 13e à la 17e dynastie. Je m'excuse pour toutes ces numérotations, mais enfin c'est ça qui constitue aujourd'hui l'histoire de l'Égypte, on est bien obligé de passer par là. Ceux qui vont régner pendant cette période, ce sont les Hyksos, les fameux Hyksos, jusqu'à ce qu'ils soient totalement chassés par Ahmosis Ier, avec qui naît le Nouvel Empire. Et c'est pendant ce nouvel empire que vont surgir les grands noms comme Thoutmôsis III, Amenhotep II, Amenhotep III, pendant la prestigieuse 18e dynastie. On peut aussi retenir les noms de Séti Ier et Ramsès II pendant la 19e dynastie. Et puis pendant la 20e dynastie, il y a un pharaon qui sera important pour nous, qui s'appelle Ramsès III. Avec la 21e dynastie, l'Égypte connaît sa 3e période intermédiaire jusqu'à la 25e dynastie qui est suivie ensuite d'une lente mais inexorable période de décadence. C'est ce qu'on appelle la basse époque qui va de la 26e à la 31e dynastie. Une période qui connaîtra 2 dominations perses avant que ne déferle Alexandre. C'est alors que commencera la période grecque à partir de 332 avant Jésus-Christ. À partir de là, la langue véhiculaire est proprement le grec, la langue copte, ou égyptienne si vous voulez, est délaissée, et avec elle les hiéroglyphes, de sorte que quand l'empereur Théodose va décider la fermeture des dernières écoles de scribes, on sera en 391 après Jésus-Christ, pratiquement toute l'Égypte est déjà chrétienne. Voilà pour les grandes périodes de l'histoire de l'Égypte. Maintenant, nous allons dire quelques mots sur les fameux hiéroglyphes qui constituent l'écriture de l'ancienne Égypte. Les plus anciens hiéroglyphes connus à ce jour sont ceux qu'on a découverts à Abydos, c'est-à-dire à environ 70 km au nord-ouest de Thèbes. Et pour ce qu'on peut en juger, ces inscriptions remontent environ à 3250 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant l'apparition de la première grande dynastie. C'est une époque tout à fait importante puisque, en même temps,
vers 3300, à Sumer, en Mésopotamie, vous avez, là encore, l'éclosion de la première écriture, même si elle est complètement différente, puisque l'écriture sumérienne s'écrit grâce à des caractères cunéiformes. Mais vous voyez, on sent bien que là encore, il y a une étape commune de cette partie du monde. Alors, il semble que, dans un premier temps, les hiéroglyphes aient d'abord eu une valeur esthétique et sacrée. Les plus anciens sont des formules d'offrandes, des fresques funéraires, des textes religieux, des inscriptions officielles. Les premières inscriptions qu'on a découvertes sont plutôt courtes. Elles désignent un souverain, une bataille, une quantité. Et puis, c'est vers 2700 ans avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Djoser, que vont commencer à s'élaborer les premières phrases construites. On peut imaginer que cette évolution, d'ailleurs, se fait sous l'égide du grand scribe Imhotep, pendant une période qui est bien marquée par le développement des pratiques religieuses et des rites funéraires. Ces hiéroglyphes sont gravés dans l'argile ou dans la pierre. Rappelez-vous que la pierre est le signe d'éternité. Donc, de cette manière, graver les hiéroglyphes, ce n'est rien de moins que de fixer le réel qu'ils signifient dans l'éternité. Et c'est donc la raison pour laquelle on va en retrouver surtout dans les pyramides et dans les temples. Donc je viens de vous le dire, les hiéroglyphes avaient un caractère sacré, au point que l'on croyait que tout ce qui était écrit pouvait reprendre vie. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, toujours à la 18e dynastie, lorsque le roi Akhenaton lance sa réforme religieuse avec le dieu Aton, il va faire d'abord marteler toutes les inscriptions du dieu Amon. Pour une raison simple, c'est que c'est la seule manière pour que celui-ci ne ressurgisse pas. Bon, avec le temps, on ne va pas forcément les graver, on pourra aussi les peindre. Et vous avez, de ce point de vue-là, semble-t-il, toutes sortes de qualités d'hiéroglyphes. Ce n'est pas toujours les plus magnifiques qu'on puisse trouver. De ce point de vue-là, il y a un passage très drôle de Florence Maruejol concernant les hiéroglyphes. Elle parle à un moment d'une des salles, la salle du sarcophage de Toutmosis III. On est dans la vallée des rois, et donc il y a un ouvrier qui est en train d'écrire. Et voilà ce qui se passe. Alors sur un pilier de cette salle, un peintre copie une inscription. Et blablabla, la peinture commence à manquer au bout du pinceau. Alors que fait l'artiste? Eh bien, il le plonge dans son pot, et puis il reprend sa ligne d'écriture. Seulement il a la tête ailleurs, et il se trompe. Et il écrit une deuxième fois le même groupe de hiéroglyphes. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va prendre un chiffon et effacer son erreur? Eh bien non. Il barre d'une croix les hiéroglyphes en trop, ni vu ni connu, et il continue son travail. Alors, à la décharge de cet artiste, il faut signaler qu'il règne une chaleur étouffante dans cette pièce, de quoi ramollir la volonté des artistes les plus sérieux et à décourager le chef d'équipe de surveiller de près ses collaborateurs. Voilà, c'est bien dit, mais ça vous montre que tout n'est pas forcément d'un art consommé. Les hiéroglyphes, c'est une écriture. Donc il y a ceux qui sont doués, il y a ceux qui le sont moins. En tout cas, comme toute langue vivante, les hiéroglyphes ont évolué, c'est la raison pour laquelle Toutmosis III n'arrivera pas à lire les hiéroglyphes de Imhotep, et ils ont acquis différentes formes avec le temps. Ils ont d'abord valeur d'idéogramme, ils représentent un personnage ou ils représentent une idée, et puis au milieu de tout ce qu'il faut écrire, il y a quand même des mots qui sont difficilement représentables. Alors on va jouer avec les idéogrammes, et on va imaginer tout simplement le rébus. Par exemple, pour dire le mot « été », qui se dit « chemou », on va prendre quoi? On va prendre l'idéogramme « che », qui veut dire « bassin », et l'idéogramme « mou », qui veut dire « eau ». Mais de la même manière que pour écrire « chapeau » en rébus, vous dessinez un chat et vous mettez un pot à côté, mais vous oubliez ce que c'est que le chat et le pot, et puis vous lisez « chapeau », eh bien, avec les hiéroglyphes, vous allez faire la même chose. On oublie que « che » désigne le bassin, que « mou » désigne l'eau, et on va lire phonétiquement « chemou », été. Voilà, alors dit comme ça, évidemment, c'est tout simple, mais il a quand même fallu du temps pour comprendre, et de ce point de vue-là, merci Champollion. Alors c'est pas tout, évidemment, certains hiéroglyphes n'ont qu'une valeur, ce qu'on appelle déterminative, c'est-à-dire que ce sont des signes muets, en quelque sorte, qui indiquent simplement le champ lexical auquel appartient le mot, pour qu'on arrive mieux à discerner ce qu'il signifie.
Et puis d'autres hiéroglyphes, qui sont plus tardifs, vont enfin acquérir une pure fonction phonétique. C'est-à-dire qu'à un signe va correspondre un son, une consonne, parce que les hiéroglyphes sont ce qu'on appelle une langue consonantique, comme l'arabe ou comme l'hébreu aujourd'hui. Et donc va naître ce qu'on va appeler l'alphabet hiéroglyphique. Et toujours dans l'évolution, ces hiéroglyphes vont pouvoir aussi désigner plusieurs consonnes, en particulier à partir de la 18e dynastie, donc sous l'égide probable de Aménophis, fils de Hapou. Avec ces signes, on commence à former des mots qui composent des phrases, mais alors là surgit encore une subtilité inattendue pour nous, c'est que ces phrases peuvent s'écrire de haut en bas, de droite à gauche ou de gauche à droite. Alors pour connaître le sens de l'écriture, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on regarde les signes qui représentent un personnage ou un animal. S'il regarde vers la gauche, c'est qu'il faut lire à partir de la gauche, ou inversement, s'il regarde à droite, c'est qu'il faut lire à partir de la droite. Sauf que parfois on oublie de le faire et on n'y comprend plus rien. Et c'est ainsi par exemple que on peut écrire de gauche à droite ou de droite à gauche le nom du scribe Aménophis, fils de Hapou, mais si on ne lit pas dans le bon sens, ça va donner Tsafnat Panéar. Voilà. On n'en dira pas plus, ce sont simplement quelques éléments, mais qui ne sont pas simplement des anecdotes, voyez, puisque c'est quand même là-dessus que s'est forgée une immense culture, la culture égyptienne, dont la Bible est profondément tributaire. Alors maintenant, il nous reste à voir rapidement la question des dieux et de la religion trimillénaire de l'Égypte, mais nous consacrerons à ce sujet une seconde vidéo, tant le domaine est immense. Je vous remercie.